Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'US Army subit quelques revers qui vont lui servir de leçon sur la façon de mener la guerre au sol. Pris dans le bocage normand, les fantassins des unités américaines sont incapables de percevoir les mouvements des troupes ennemies. Quelques années plus tard, lors du conflit coréen, les troupes américaines sont confrontées une fois de plus à un ennemi furtif. Au moment même où les forces des Nations Unies tiennent enfin la péninsule coréenne, les troupes chinoises les repoussent vers le sud. Les nombreuses pertes de la bataille terrestre inquiètent le Pentagone. Au début des années 50, l'infrastructure militaire américaine prend rapidement de l'ampleur, mais l'armée de terre est la dernière à bénéficier du déferlement des nouveautés technologiques. L'aviation de l'armée de terre misait beaucoup sur l'aéromobilité et envisageait le déplacement aérien des fantassins. Mais A, c'était trop cher, et B, la plupart des fantassins n'étaient pas nécessairement aptes au pilotage. Mais les industriels ont relevé le défi et ont mis au point toutes sortes de configurations, monoplaces ou biplaces, des saute-haies, des jeeps volantes. On a tout essayé et ces projets étaient intéressants. Le NACA, Bureau d'études aéronautiques américain, relève le défi et commence à expérimenter les plateformes volantes dans son centre de recherche de Langley, en Virginie. Encouragé par les premiers résultats des essais, le gouvernement transmet les données de ses recherches aux constructeurs aéronautiques qui, à leur tour, mettent au point leur propre plateforme volante. La firme Delachner est la première à proposer des machines avec son DH4 Helivector et son DH5 aérocycle. L'Helivector et l'aérocycle sont des machines à l'apparence étrange. Les deux engins sont construits autour d'hélices contrarotatives de 5 mètres de diamètre, animés par un moteur de hors-bord de 40 chevaux. Le pilote contrôle l'altitude avec une poignée rotative de moto et vire tout simplement en se penchant. L'aérocycle est une machine facile à piloter. Mais se tenir debout juste au-dessus de deux immenses hélices demande probablement plus de courage que d'habileté. Hiller est le second constructeur à fabriquer une plateforme volante. Mais au lieu de laisser les deux rotors à l'air libre, il les enferme dans un carénage circulaire. Ça paraissait plus sûr avec une jupe autour, et sur le plan aérodynamique, c'est un peu plus efficace. On peut d'ailleurs penser que le carénage empêchait de monter sur l'engin quand il était en mouvement. L'appareil de Hiller est propulsé par deux moteurs 2 temps Nelson H59. Ils sont mis en marche un peu comme une banale tondeuse à gazon. Comme avec l'aérocycle construit par Delachner, le pilote contrôle l'altitude avec une poignée de motocyclette. L'inconvénient majeur de cet appareil est la position précaire du pilote. Celui-ci doit impérativement maintenir l'engin à la verticale. Il ne dispose d'aucune structure de protection et, comme le fait remarquer un observateur, rien ne descend plus rapidement qu'un avion à décollage et atterrissage vertical volant à l'envers. Mais heureusement pour les pilotes d'essai, cela ne se produira jamais. Ils étaient étonnamment faciles à contrôler, à notre grande surprise. On pouvait les diriger tout simplement en se penchant dans la direction où on voulait aller. C'est la stabilité de la machine qui décide l'US Army à l'essayer comme plateforme de tir. Un soldat se met en vol stationnaire, sort son arme et commence à tirer. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Le gars avait des problèmes pour conserver la cible dans sa mire tout en maintenant la position de la plateforme. Car à chaque fois qu'il bougeait un bras ou un coude, le centre de gravité changeait et la plateforme se dérobait sous ses pieds. Mais l'engin n'était pas fondamentalement instable. Il ne déviait pas si on ne bougeait pas et le vent ne le déplaçait que très légèrement. C'était donc une plateforme extrêmement stable et sûre tant qu'il y avait de l'essence. Mais en panne sèche, on redescendait un peu vite. La plateforme volante de Hiller est juste assez stable pour tirer avec une arme. Mais n'importe quel soldat d'expérience admettra facilement que se tenir sur une plateforme au-dessus d'une zone de combat n'est certainement pas la meilleure façon de passer un après-midi. En revanche, si le but est d'augmenter la mobilité d'une petite unité de fantassins, la plateforme volante est un concept intéressant. L'engin peut décoller et se poser sur l'herbe, progresser à une vitesse raisonnable
et il est assez stable pour être confié à un fantassin bien entraîné. Mais dans le nord de l'État de New York, Bell Aircraft travaille sur une plateforme volante sans plateforme. Depuis la création du héros de bande dessinée Buck Rogers par Philip Francis Nolan pour le magazine Amazing Stories, l'homme rêve de voler avec une fusée attachée dans le dos. Au printemps 1961, ce rêve devient réalité. La machine est constituée d'un ensemble d'éléments tout à fait standards. Des bouteilles d'oxygène ordinaires, un harnais de parachute et un corset en fibre de verre. Une structure en tube métallique contient les bouteilles. Le train d'atterrissage, ce sont les pieds du pilote. On était comme suspendu à une plateforme ou à un harnais, ou même à une sorte de balançoire. Et si on accélérait vers l'avant, le corps avait tendance à traîner derrière. C'était une sorte de stabilité pendulaire, si l'on peut dire, bien que je ne pense pas que ça jouait un rôle quelconque. Il n'y avait pas de problème aérodynamique, parce que la vitesse était tellement faible qu'on n'était pas ennuyé par le vent relatif. La fusée dorsale de Bell est l'œuvre d'un jeune ingénieur, Wendell Moore. C'est en 1953, alors qu'il travaille sur le projet X-2 à moteur fusée, que Moore se lance dans l'aventure en dessinant les premiers croquis d'une fusée dorsale à la Buck Rogers. En 1957, l'US Army s'intéresse à une machine de ce type et la firme Bell lance le programme. En 1961, Bell perfectionne la fusée dorsale et le pilote d'essai Harold Graham devient le premier homme fusée de l'histoire. Bell démontre rapidement que son appareil peut faire bien plus que voler. Une batterie de roquettes fixée à la ceinture et Harold Graham se transforme en lanceur de roquettes volant. Lors d'une démonstration, il s'attaque à une Jeep, puis à un bunker. Mais la fusée dorsale a d'autres usages que l'attaque surprise. Bell démontre qu'elle peut tenir un rôle plus pacifique. Si un nageur est en difficulté, un sauveteur ainsi équipé peut venir rapidement à son secours. Mais ce genre de sauveteur, style Buck Rogers, ne verra jamais le jour. Pour toute carrière opérationnelle, la fusée dorsale Bell fera quelques apparitions au cinéma et à la télévision. On la voit pour la première fois sur les épaules de James Bond, l'agent 007, en 1965, dans Opération Tonnerre. Après une seconde apparition dans la série télévisée Lost in Space, Bell reçoit une avalanche de demandes concernant sa machine futuriste. Mais la caractéristique la plus étonnante de la fusée dorsale de Bell est certainement son impressionnant palmarès en matière de sécurité. Plus de 3000 vols de démonstration sans aucun incident. C'était sûrement des machines amusantes, mais elles étaient bruyantes. Ça n'avait rien à voir avec un voyage en ballon. Les plateformes volantes individuelles, quelle que soit leur configuration, rotor, hélice carénée ou fusée dorsale, fonctionnent toutes parfaitement, mais n'ont pas de réelle utilité. Ce n'étaient pas des machines très chères, et elles ont eu leur utilité dans le développement technologique. Par contre, elles n'ont servi à rien pour l'aéromobilité des armées. Il n'y avait peut-être qu'un seul gars dans une compagnie capable de se servir d'une de ces plateformes pour grimper à 60 mètres et voir ce qui se passait devant. Mais chaque fantassin n'allait pas disposer d'une de ces machines. Non, merci. Même si les plateformes individuelles sont considérées comme peu pratiques, l'US Army cherche toutefois à construire des machines plus grosses, des appareils capables de transporter plus de personnel ou des charges importantes. Elle lance un nouvel appel d'offres auquel répondent des concurrents inattendus. La Chrysler Corporation propose un engin construit autour de 2 énormes hélices carénées avec une plateforme au milieu. Mais le camion volant de Chrysler ne convainc pas les services techniques de l'armée alors que 2 autres machines les séduisent.
La première est un étrange objet à 4 hélices construit par Curtiss Wright. La Jeep volante de Curtiss Wright reçoit la désignation VZ-7. Contrairement aux autres projets de voitures volantes, le VZ-7 a un poste de pilotage à l'avant de l'appareil plutôt qu'une cabine centrale. Les pilotes préfèrent cette solution car elle leur offre une meilleure visibilité. Le pilote contrôle son appareil en faisant varier le pas des 4 hélices. Par exemple, pour faire virer la plateforme, il fait varier le pas des hélices droite ou gauche. Pour modifier l'attitude, il modifie le pas des hélices avant ou arrière. La direction est assurée par une surface mobile verticale située à l'échappement du moteur à l'arrière de la plateforme. L'autre firme à recevoir un contrat est celle du constructeur réputé d'hélicoptères Frank Piasecki. Son prototype ressemble au projet Chrysler. Il comporte 2 gros rotors carénés qui entourent le pilote et les passagers assis au centre. L'engin de Piasecki reçoit la désignation VZ-8. Mais ceux qui travaillent à ce projet l'appellent tout simplement la Jeep de l'air. L'US Army croit au potentiel de cet engin. Les théoriciens imaginent de petites unités de soldats survolant des terrains difficiles, suffisamment près du sol pour ne pas être repérés. Pour vérifier l'efficacité militaire de la Jeep de l'air, Piasecki et l'US Army entreprennent une série de tests destinés à évaluer le comportement de la machine sur le terrain. Pour améliorer son potentiel d'attaque à basse altitude, l'appareil est équipé d'un bazooka entre ses 2 moteurs. À l'approche des positions fortifiées adverses, la Jeep de l'air se stabilise en vol stationnaire, dissimulée derrière les hautes herbes ou les buissons, et tire à distance. Après avoir fait feu sur les troupes ennemies les prenant par surprise, la Jeep de l'air sort de sa cachette pour aller investir les lieux. Du moins, c'est la théorie. La Jeep de l'air de Piasecki effectue des démonstrations entre 1958 et 1959. L'US Army est tellement persuadée de détenir une machine fabuleuse qu'elle lui fait descendre la 5e avenue à New York. Mais elle souffre d'un défaut majeur. Sa consommation en carburant est trop élevée. L'hélicoptère s'avère beaucoup plus pratique. Finalement, l'extraordinaire machine de Piasecki suivra ses prédécesseurs. Pendant que l'US Army explore le concept de la Jeep de l'air, l'US Air Force s'intéresse à une toute autre sorte d'engin volant. La firme Avro Aircraft, dans l'Ontario, au Canada, construit un engin qui a tout d'une véritable soucoupe volante. Mais l'appareil n'est pas conçu pour traverser le ciel comme un visiteur venu d'une autre planète. Il est plutôt destiné à voler en sustentation à quelques mètres du sol, glissant sur un coussin d'air. Avro baptise judicieusement sa curieuse création l'Avrocar. Le système de propulsion de l'Avrocar est unique au monde. Il utilise 3 turboréacteurs montés autour d'un compresseur à turbine dénommé turborotor. Les gaz d'échappement des réacteurs actionnent ce turborotor. Il transforme à son tour l'énergie des gaz d'échappement à haute vélocité sortis des réacteurs, en les aspirant à travers un large conduit caréné, en un écoulement d'air à haute pression. Et la portance étant égale à la poussée de l'air, l'effet résultant est une augmentation de cette portance. Mais cette poussée permet tout juste de maintenir l'Avrocar en sustentation. Pour avancer, le pilote dirige de l'air prélevé sur les compresseurs des réacteurs vers des orifices situés sur le pourtour de l'appareil. L'US Army, comme l'Air Force, voit l'Avrocar comme l'ébauche d'un chasseur supersonique à décollage vertical. Mais ces hautes ambitions sont finalement abandonnées, et Avro se concentre sur la construction d'un chasseur bombardier subsonique. Mais l'Avrocar devient extrêmement instable au-dessus de 1,20 m d'altitude, et ses concepteurs s'escriment à comprendre comment faire voler un tel appareil plus haut.
Les pilotes de l'US Air Force font voler l'Avrocar à plusieurs reprises, prouvant que la machine peut effectivement voler en sustentation au-dessus d'un terrain difficile. Mais il est évident que l'appareil ne pourra jamais voler comme un véritable avion. Et en 1961, l'US Air Force cesse de financer le programme. Mais l'Avrocar laisse derrière lui un héritage. Son système exclusif de turborotor donne au réacteur une meilleure efficacité en sustentation. L'US Army, elle aussi impliquée dans le programme Avrocar, signe avec la General Electric un contrat pour le développement de cette technologie sur un nouveau type d'avion. General Electric mettait au point la turbine de 1,50 m de diamètre, alimentée par les gaz des réacteurs. Il y avait 2 moteurs JA5 et les tuyères soufflaient par un orifice à l'arrière ou étaient déviées par un déflecteur. Au lieu de souffler vers l'arrière, elles étaient orientées vers des conduits. Tout le fuselage était encombré de ces conduits à haute pression qui venaient alimenter les turbines de sustentation. Il y avait aussi une 3e turbine dans le nez de l'avion. Un moyen très efficace d'utiliser l'énergie. Le facteur de multiplication de ces turbines de sustentation, à savoir la poussée qu'elles produisaient comparée à celle fournie directement par les tuyères des moteurs, était de 5 à 1. C'était donc un excellent rapport poids-poussée favorisant la sustentation. General Electric est le maître d'œuvre et la cellule est confiée à la Ryan Aircraft Company. L'US Army dénomme le prototype XV-5A. Mais l'allure de l'appareil lui vaut vite le surnom de Vertifan. Au début des années 60, il n'existe aucun avion opérationnel à décollage et atterrissage vertical, mis à part les hélicoptères. Les pilotes doivent s'entraîner aux délicates manœuvres du vol vertical avec des hélicoptères et des simulateurs rudimentaires. En 1963, le Vertifan commence à prendre forme. Mais Ryan doit laisser une énorme ouverture dans l'aile pour les turbines de sustentation. Un des défauts du système était la nécessité de loger les turbines de sustentation dans l'épaisseur de la voilure. Les ailes étaient donc trop épaisses pour le vol à grande vitesse. En 1964, les moteurs sont installés et le XV-5A Vertifan est prêt à voler. Avant de prendre l'air, le constructeur Ryan entreprend une série d'essais statiques pour vérifier le complexe système de propulsion. La caractéristique la plus remarquable du Vertifan est le système de trappes et de fentes qui accompagnent les 3 turbines. En sustentation, ces trappes sont ouvertes pour permettre à l'air de passer. La sustentation est le moment le plus délicat de tout vol à décollage vertical. Et chez Ryan, tout est fait pour qu'en cas de panne d'un des moteurs, le pilote puisse encore avoir sa chance. Ils avaient croisé des conduits d'une turbine à l'autre, ce qui faisait qu'en théorie, un moteur pouvait alimenter les 2 turbines de sustentation, mais sa puissance était insuffisante. On descendait donc avec les 2 turbines marchant symétriquement, mais à une vitesse plus élevée qu'on ne l'aurait voulu. Si le Vertifan devient incontrôlable, un siège éjectable à altitude zéro permettra au pilote de se poser verticalement en toute sécurité. L'appareil effectue son premier vol conventionnel le 25 mai 1964. Pour le plus grand plaisir du pilote, l'engin se comporte sans surprise. À son retour, il déclare que le Vertifan se pilote comme un petit jet d'entraînement. Plus tard, lors d'autres essais en vol conventionnel, les pilotes expérimentent des réglages de volée différents et des angles d'incidence plus élevés. Le XV-5A décroche comme un avion classique à environ 70 nœuds et se rétablit sans problème. Après seulement 2 mois d'essais en vol conventionnel, les pilotes du Vertifan sont prêts à explorer le domaine plus délicat du vol en sustentation. Le premier vol en sustentation du Vertifan a lieu le 16 juillet 1964. Le pilote constate que l'appareil se stabilise de lui-même. L'appareil dispose d'un système de stabilisation assistée. Cet équipement détecte à quel moment l'avion commence à être instable et corrige les paramètres automatiquement sans intervention du pilote.
Mais ce système d'automation compliqué n'est là que pour maintenir l'avion en vol stationnaire stabilisé. Pour introduire du roulis, le pilote doit ajuster la poussée des turbines de voilure. La profondeur est contrôlée par l'orientation de la turbine frontale, tandis que la direction est obtenue en bougeant les fentes montées sous les turbines de voilure. Au cours d'un des essais en vol stationnaire, le voyant d'alerte incendie des moteurs se met à clignoter. Pendant sa descente, le pilote doit affronter un vent de 3/4 arrière, une des conditions les plus difficiles pour l'atterrissage. Finalement, l'avion se pose sur 2 roues et l'extrémité d'une aile. Le pilote a réussi à faire voler l'appareil en stationnaire et à le diriger en vol normal. L'étape suivante consiste maintenant à passer de l'un à l'autre en inclinant doucement l'avion vers l'avant à la recherche de vitesses plus élevées, ce qui se fait tout simplement en ajustant la puissance des turbines de sustentation. Avec ça, ils pouvaient au moins faire des décollages courts. Pour ça, ils avaient monté un jeu de volets mobiles sous les turbines, de cette manière. Ils pouvaient s'en servir pour orienter la poussée par là, ou vers l'avant, ou à environ 45 degrés vers l'arrière. Et en dehors de ça, l'air qui est aspiré par les turbines augmente la traînée de l'avion. Mais la traînée du moteur aurait empêché cette machine de voler par la seule portance des ailes. Et d'après les quelques films du XV5 en vol, avec les turbines en fonctionnement, on pouvait voir que le système faisait basculer le flux d'air des turbines vers des orifices à l'arrière. L'avion s'inclinait d'environ 15 degrés et doucement, il passait de la sustentation au vol horizontal. Le pilote commence à repasser du vol normal en vol sustenté à 150 nœuds, soit 277 km/h. Les trappes des turbines s'ouvrent, la poussée est dirigée vers les turbines et le nez commence à piquer. Dès que les turbines prennent le relais, le nez remonte doucement à l'horizontale. Toute la séquence de transition en accélération et en décélération était semi-automatique. Une fois qu'on actionnait le levier qui lançait l'opération, il fallait rester assis sans se mordre les lèvres ou se ronger les ongles. Et si on était encore en vie et qu'on regardait autour de soi, 1 minute plus tard, tout allait bien. Mais on n'avait aucun contrôle sur toute la manœuvre de transition, ce qui brise une règle fondamentale à bord de ce genre d'avion, et même d'ailleurs de tout avion. Le pilote aime bien garder le contrôle. Il déteste les choses qui se produisent sans qu'il les ait lui-même initiées. Après avoir démontré ses qualités, le Ryan Vertifan est convoyé à China Lake, en Californie, pour une série d'essais en vol plus rigoureux. Là, le prototype décolle à partir de sites non préparés en plein désert. Le pilote opère également au-dessus d'un champ de luzerne et au-dessus d'un camp avancé d'entraînement installé sur le terrain de golf de China Lake. Le succès de ces essais pousse les militaires à utiliser l'appareil pour une mission bien particulière, une mission dont l'importance se fait plus pressante au milieu des années 60. En 1965, il y a un conflit dans un coin du monde qu'on appelle le Vietnam. Et les militaires américains s'inquiètent sérieusement de pouvoir récupérer les pilotes obligés de s'éjecter dans la jungle du Nord-Vietnam. Les hélicoptères peuvent effectuer ces missions, mais ils sont trop lents. Ils ne peuvent pas dépasser 220-240 km/h. Ils sont extrêmement vulnérables. Alors ils ont fait des essais avec un treuil et une charge sur cet avion pour se rassurer et prouver qu'il pouvait servir aux missions de secours. Mais quand le rescapé arrivait au niveau de l'avion, il n'y avait aucun moyen de le faire entrer dans l'habitacle.
Le 5 octobre 1966, la firme Ryan prévoit de faire une démonstration de sauvetage. La manœuvre consiste à se mettre en vol stationnaire, descendre le treuil de sauvetage et soulever une personne au-dessus du sol. Mais l'inattendu se produit. Vu de face, cet avion est soutenu par 2 flux d'air provenant des turbines. Le système de récupération avec le harnais s'est pris dans le souffle. Il a commencé à se balancer et finalement il est passé juste devant le bord d'attaque de l'aile et il a été aspiré par une des turbines. Celle-ci a été endommagée, du coup elle a cessé de fournir de la portance. L'appareil semble tout d'abord pouvoir s'en sortir. Mais la gravité reprend ses droits et la machine commence à tomber. Le pilote ne survivra pas à l'accident. L'avion est pourtant reconstruit et renaît sous le nom de XV-5B. Celui-ci effectue son premier vol en juin 1968 et est immédiatement remis à la NASA pour la poursuite des recherches. Le Ryan Vertifan ne sera jamais opérationnel, mais il prouve que le JetFan est un système efficace pour le vol vertical. Cependant, le volume nécessaire à l'installation des turbines de voilure réduira toujours les performances de la machine. Et les autres projets d'appareils à turbines de sustentation sont finalement abandonnés. Après l'échec du XV-5, très peu de programmes d'avions à décollage vertical sont encore en cours aux États-Unis. L'un d'eux est le fruit des recherches en matière de rotor caréné orientable menées vers le milieu des années 50. L'US Army passe un contrat avec la Doak Aircraft Company de Torrance en Californie pour la construction du premier prototype à rotor caréné orientable. Le VZ-4 est un des premiers appareils à décollage vertical à fuselage horizontal. Ce fuselage curieusement étroit mesure une dizaine de mètres de long. Il est muni d'ailes hautes et d'un cockpit biplace en tandem. En 1958, les ingénieurs américains ont encore beaucoup à apprendre dans le domaine du décollage et de l'atterrissage vertical. Le VZ-4 illustre clairement un des principes de base du vol vertical. Il faut beaucoup plus de puissance pour la sustentation qu'il n'en faut pour voler horizontalement. Le VZ-4 a besoin d'une puissance de 800 chevaux pour voler en stationnaire. 700 chevaux à 30 nœuds et seulement 200 à 80 nœuds. Grâce au VZ-4, les ingénieurs américains tirent beaucoup d'enseignements sur le vol vertical. L'hélice carénée orientable se révèle rapidement un système efficace, autant pour la sustentation que pour le vol horizontal. La firme Bell Aircraft à Buffalo conduit aussi des essais avec des hélices carénées orientables et en 1962, l'US Navy signe un contrat avec Bell pour la construction d'un appareil de transport conçu autour de ce principe. Un banc d'essai de propulsion est installé et plusieurs maquettes sont envoyées à la NASA pour des essais en soufflerie. Parmi eux, un modèle au 20e pour des essais de vrille et une maquette au tiers motorisée. L'avion de la firme Bell reçoit la désignation X-22. Sur tous les avions expérimentaux, un bon système d'éjection est essentiel. Les sièges éjectables de Bell comprennent un système de stabilisation qui permet aux équipages de s'éjecter à n'importe quelle altitude, à n'importe quelle vitesse et à partir de n'importe quelle position. Le premier X-22 sort des usines Bell en mai 1965. Le second en octobre de la même année. Pendant les essais au sol, les pilotes se familiarisent avec le système peu courant du contrôle de la machine. Les hélices carénées sont animées par 4 turbopropulseurs General Electric montés sur la voilure arrière. L'appareil est contrôlé par des grands élevons montés à l'arrière du flux des hélices. En cours de sustentation, ces surfaces mobiles contrôlent la direction. Et lorsque les hélices sont inclinées à 90 degrés vers l'avant, les élevons contrôlent à la fois profondeur et roulis.
Le X-22 effectue son premier vol le jour de la Saint-Patrick 1966. Pour les dirigeants de Bell, la décision d'effectuer un vol en sustentation au premier essai doit démontrer leur confiance dans le système et affirmer clairement la priorité donnée au vol vertical. Bientôt, les pilotes d'essai apprivoisent leur nouvel appareil et commencent à jouer avec les commandes de vol. Cette évolution désordonnée s'effectue en variant séparément le pas des rotors. En actionnant les ailerons, le pilote fait faire à l'avion quelques mouvements de pirouette. En vol sustenté, un système de stabilisation assistée compense la moindre petite turbulence, ce qui permet au pilote de se concentrer sur son cap. Le X-22 fait un premier vol court le 30 juillet 1966. Pendant le décollage, les hélices carénées sont inclinées en avant à un angle de 30 degrés. Avec les hélices dans cette position, le X-22 atteint la vitesse maximale de 160 km/h. Pendant toute la durée du vol, les pilotes d'essai Paul Miller et Stanley Kuckel gardent les rotors orientés sous cet angle. Et le vol se termine par un atterrissage court. Le 8 août 1966, le programme X-22 connaît son premier incident. Les pilotes d'essai volent encore une fois avec les rotors inclinés vers l'avant à 30 degrés. Au début, c'est un simple vol de routine, mais soudain, le X-22 perd rapidement de l'altitude. Les pilotes parviennent à garder le contrôle de la machine en remettant les rotors en position de sustentation. Pourtant, l'appareil continue à descendre. Le X-22 s'écrase dans un champ. La cause de l'accident est une double panne hydraulique qui a fait perdre de la puissance à l'appareil. Aucun des deux pilotes n'est gravement blessé, mais l'avion est irrécupérable. Certaines pièces sont démontées et seront réutilisées plus tard pour le simulateur de vol du X-22. Le second prototype reprend le programme d'essai. Mais il y a encore beaucoup à faire avant de remettre la machine aux militaires pour évaluation. Le 3 mars 1967, les pilotes d'essai de Bell réussissent la première transition complète, passant de la sustentation au vol horizontal. Pendant la transition, les surfaces mobiles du X-22 changent de fonction. Lorsque les rotors s'inclinent vers l'avant, les élevons suivent le même mouvement. À 0 degré, ceux-ci contrôlent la direction. À 90 degrés, ils contrôlent la profondeur et le roulis. Le second moyen de contrôle est l'angle d'incidence différentiel des pales. En sustentation, cette commande assure le contrôle du roulis et de la profondeur. En vol horizontal, elle affine la direction. L'hélice carénée s'incline à 5 degrés par seconde et peut s'orienter sur un arc de 0 à 95 degrés. Le 9 mai 1967, les pilotes d'essai effectuent un vol de démonstration devant les 4000 employés de la firme Bell à l'aéroport international de Niagara Falls. Au cours des 2 années qui suivent, le X-22 accumule 110 heures de vol chez Bell et à la NASA. Il effectue également 185 transitions de la verticale à l'horizontale et vice-versa. L'appareil atteint la vitesse maximale de 410 km/h, démontrant ainsi
que le rotor caréné orientable est plus rapide qu'un hélicoptère classique. Le X-22 est un appareil de recherche pur et il a à son actif bon nombre de succès. Son rapport poids-poussée est excellent et lui permet le vol stationnaire avec seulement 3 moteurs. Le 30 juillet 1968, le X-22 réussit un vol sustenté à 2400 mètres d'altitude. En mai de l'année suivante, le X-22 est officiellement remis à l'US Navy. La Navy demande immédiatement à la Calspan Corporation de reprendre les essais. Cette campagne va se prolonger avec succès pendant les 10 années à venir. Au milieu des années 70, l'US Navy s'intéresse à nouveau vivement au décollage et à l'atterrissage vertical. Grumman Aerospace, fort de ses liens traditionnels avec l'aéronaval, ne veut en aucun cas être distancé si la Navy se tourne vers le vol vertical. L'ingénieur Nick Ziroli des bureaux d'études Grumman conçoit un projet baptisé Modèle 698. L'appareil comporte une nacelle inclinable avec des surfaces de contrôle dans le flux du moteur. Ce système de contrôle va devenir la marque distinctive de Grumman. Aujourd'hui, l'atelier de maquette de Grumman a complètement changé de style. Victimes de coupes budgétaires et de fusions, les spécialistes des maquettes de Grumman ont fondé leur propre entreprise à Farmingdale, à Long Island. Le modéliste Bill Dinoya et son associé Brian Aubin réalisent toujours des maquettes pour Grumman, mais ils font aussi des modèles d'exposition et de loisirs. Tom Hunt est concepteur d'avions et maquettiste. Bien qu'il travaille à plein temps pour le bureau d'études Northrop Grumman, il passe une grande partie de ses loisirs dans l'atelier de ses amis à Farmingdale. Depuis 10 ans, Tom passe beaucoup de temps sur les projets de machines à décollage et atterrissage vertical au département système aéronautique de Grumman. On retrouve, suspendus au plafond de l'atelier, les modèles réduits des projets Grumman construits dans les années 70. Lorsque Tom est entré chez Grumman, les modèles réduits servaient aux essais. Les 2 maquettes d'exposition que vous voyez là, suspendues au plafond, sont des projets de configuration du milieu des années 70. C'étaient des machines à turbofan orientables avec les systèmes de contrôle de base mis au point par Grumman à cette époque. Des maquettes d'essais volantes sur lesquelles on peut voir les grands volets derrière les tuyères d'échappement qui permettaient le contrôle de la profondeur et de la direction. Le contrôle du roulis était assuré par un réglage différentiel de la puissance. Les 2 machines ont une configuration similaire, avec une voilure haute et les moteurs orientables de chaque côté du fuselage. Un petit empennage canard à l'avant assure le contrôle en vol horizontal. La Navy s'intéresse particulièrement au modèle 698. Finalement, une maquette grandeur nature est construite et essayée dans la soufflerie de Langley en Virginie. Mais alors que le programme Grumman progresse à grands pas, l'US Navy change d'avis et le projet est abandonné. Mais bien que la Navy ne veuille plus d'appareils à décollage vertical piloté, elle s'intéresse toujours à une version sans pilote. Tom Hunt utilise l'expérience acquise dans les programmes précédents pour développer une nouvelle machine baptisée Stalker II. Cet appareil est conçu comme avion d'alerte avancé sans pilote qui peut être lancé du pont arrière des frégates et autres bâtiments de l'US Navy. Le modèle réduit est équipé d'un moteur de sustentation monté au centre de gravité, tandis que la propulsion en croisière est assurée par un autre moteur sous le nez. Le contrôle de la machine en vol vertical dépend d'une série de volets placés sous le moteur de sustentation. Mettant à profit le succès de Stalker II, Tom passe à des projets plus ambitieux.
Cette fois, le modèle réduit doit préfigurer un avion d'attaque piloté. Le modèle reçoit l'appellation 755. Il comporte 2 turbines noyées dans la voilure. Sous les turbines se trouvent des volets de contrôle. En vol stationnaire, un jeu de surface contrôle le roulis et un autre la direction. La profondeur est contrôlée par un simple jeu de volets métalliques qui réoriente les gaz d'échappement vers le haut ou vers le bas. Tom fait voler sa maquette pour la première fois en 1991. Comme toutes les machines volantes, l'élégant petit appareil a quelques problèmes de mise au point. Mais après quelques ajustements en atelier, le modèle réduit de Tom est bientôt prêt à voler de nouveau. Le modèle 755 de Grumman vole sans problème pendant toute l'année 1992. Mais un an plus tard, le financement est arrêté et le projet mis en sommeil. Pourtant, Tom n'est pas décidé à laisser tomber. Et depuis quelques années, il utilise son expérience acquise chez Grumman pour construire son propre modèle à décollage vertical. Ce modèle radiocommandé est la continuité d'un autre modèle réduit à décollage et atterrissage vertical sur lequel je travaille depuis des années, à la fois chez Grumman et à mes heures perdues. L'appareil est conçu autour d'un moteur de sustentation, d'un moteur pour le vol horizontal et de plusieurs surfaces de contrôle que vous voyez sur le nez et à l'arrière. Elles régissent la sustentation et la transition. Les ailes sont démontables pour faciliter le transport et le stockage de l'avion. L'aile est emboîtée et ensuite elle est fixée avec un petit écrou. Le longeron principal est un tube d'aluminium qui traverse toute l'aile et qui absorbe les efforts dynamiques en vol. Le véhicule pèse environ 3,5 kg en état de marche. Il est dirigé par une radiocommande ordinaire et tous ces éléments sont standards. Il n'y a aucun équipement spécial dans ce modèle réduit. À l'intérieur, dans la poutre avant, là, on trouve un berceau pour le système de radiocommande, un réservoir pour le moteur de traction ici, 2 réservoirs là, dans les poutres externes pour alimenter le moteur du rotor de sustentation pendant les vols en stationnaire. Ensuite, pendant la translation, le moteur de traction est poussé à pleine puissance, tandis que le moteur de sustentation reste à régime maxi tant que la portance de la voilure n'a pas pris le relais. À ce moment-là, on le met au ralenti. Vous pouvez voir aussi en bas de l'avion, sous le rotor de sustentation, une paire de volets pour le contrôle du roulis pendant la phase sustentée du vol. Le véhicule est contrôlé pendant la sustentation et la transition par une série de volets situés sur le nez de l'appareil, derrière le moteur de traction. Quand je bouge le levier de l'émetteur en bas vers la droite, les volets de profondeur derrière l'hélice induisent un mouvement vers le haut qui actionne l'empennage canard dans l'autre sens. Quand je le pousse vers l'avant, le volet se met en position basse, ce qui pousse le nez vers le sol. Sous l'appareil, on trouve un petit volet qui commande la direction en faisant tourner le nez vers la gauche ou la droite. Quand je bouge le levier gauche vers la gauche, le volet pousse le nez vers la gauche et provoque un virage à gauche, et inversement du côté droit. Avant de construire cette dernière version, Tom a construit différents modèles réduits d'appareils à décollage vertical. Ce modèle, que Tom a baptisé Vertigo, utilise un rotor monté au centre qui peut s'orienter sur 90 degrés. L'utilisation d'un seul moteur assure la simplicité, mais pour Tom, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Le problème avec les machines de taille réelle, et il a toujours existé avec cette technologie, c'est qu'il faut une énorme quantité de puissance pour faire décoller l'appareil verticalement. Mais il n'en faut pas autant pour faire avancer l'avion horizontalement. Les moteurs choisis pour ce genre de machines ne sont pas formidables parce que leur consommation spécifique est trop importante. Ils manquent d'efficacité. À 1/10 de leur puissance, ils consomment trop. Donc en fait, en vol horizontal, ils sont trop puissants. À moins qu'on veuille que l'avion ne soit supersonique ou du moins transsonique. Je travaille sur un avion dont la vitesse serait de 150, 300, peut-être 500 km/h. C'est pour ça qu'un moteur destiné seulement au vol horizontal est tout à fait intéressant. On peut alors choisir des moteurs convenant exactement à l'usage qu'on veut en faire et réduire la consommation du véhicule. Pour tout modéliste, la grosse difficulté est de faire voler sa machine.
Il est impossible de savoir à l'avance comment le modèle réagira aux ordres de pilotage. Il faut beaucoup de concentration pour acquérir l'habileté suffisante. Quand on arrive sur le terrain et qu'il faut essayer de faire marcher tout ça, quelques minutes en l'air deviennent une éternité. Il faut jouer avec ses phalanges et je crois que ça servirait d'être un bon pianiste pour savoir utiliser tous ses doigts en même temps. La concentration mentale pendant les essais en vol est extrêmement intense. Quelques minutes de vol et le pilote est mentalement épuisé. Au bout du compte, la fatigue devient physique. Vous pouvez demander à n'importe quel pilote de n'importe quel proto, vrai proto ou modèle réduit, ils vous diront tous la même chose. La tension est énorme à chaque fois qu'on fait voler un nouvel avion. Avant, je pilotais de vrais avions, il y a longtemps, quand j'étais étudiant et que j'avais de l'argent. Maintenant que je bosse pour gagner ma vie et que je dois payer ma maison et tout le reste, c'est devenu trop cher de piloter de vrais avions. Alors, pour garder la sensation du pilotage, je me suis mis au modèle réduit. Je me suis amélioré dans la radiocommande, j'ai commencé à inventer des modèles, à les construire, à les faire voler. Parce que ça me permettait de continuer à voler. Tous les amateurs de radiocommande vous le diront. Pour bien piloter, il faut s'imaginer dans le cockpit. Un bon pilote de modèle réduit ne pilote pas avec les pieds au sol. Il se trouve à l'intérieur de l'engin qu'il fait voler. Il pilote de l'intérieur. Le Vertigo n'a pas dépassé le stade du modèle réduit. Comme tous les autres projets de ce genre, il a été abandonné avant même que Tom n'ait eu la chance de le voir achevé. On a beaucoup appris à la fin des années 80 et au début de cette décennie sur le contrôle du décollage et de l'atterrissage vertical des avions. Et maintenant, du fait des coupes dans les budgets de l'État, tous ces programmes ont été annulés et on les a presque oubliés. Je n'aime pas commencer quelque chose et ne pas le finir. Alors j'ai continué seul les recherches en dehors de Grumman et j'ai mis au point un bon système conçu autour d'une seule turbine. Et j'ai envie de continuer sur d'autres projets qui sont plus simples ou plus faciles à faire voler. Comme tous les concepteurs d'avions, que ce soit des avions réels ou des modèles réduits ou encore des modèles intermédiaires, des véhicules sans pilote, les ingénieurs aéronautiques cherchent toujours des solutions meilleures, des matériaux plus résistants, des concepts plus aboutis, plus efficaces. Désireux de voir enfin son projet prendre forme, Tom continue à améliorer son étonnante machine. Ainsi, le prochain avion à décollage et atterrissage vertical ne verra-t-il peut-être pas le jour dans les bureaux d'études d'un puissant constructeur aéronautique, mais bien au fin fond du garage d'un modéliste passionné.